Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 1er décembre 2023, dont voici le sommaire. Détention à la police militaire de 3 officiers qui commandaient les combats qui ont opposé l'armée burundaise et le mouvement M23 au début du mois de novembre dernier. Au sommaire également, le journal en ligne Ikiriho, réputé proche du régime CNDD-FDD, serait derrière le déversement des tracts dans tout le pays. Le Burundi est classé parmi les premiers pays africains francophones dans la lutte contre le sida pour avoir mis sous traitement 97% des personnes infectées. Cependant, les effectifs des personnes qui attrapent le virus du sida augmentent de plus en plus dans différentes localités du pays. Révélation faite à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Voilà pour le sommaire. Qui perturbe la sécurité du pays en déversant des tracts dans différentes localités? Une question que bon nombre de Burundais se posent après que, dans une période ne dépassant pas 2 mois, et ce pour la deuxième fois, le journal en ligne Ikiriho, réputé proche du régime CNDD-FDD, est de nouveau publié un post dans lequel il avertit les Burundais qu'il existerait des groupes prêts à déverser des tracts dans tout le pays et que le lendemain il en soit ainsi. Des tracts qui finissent par être collés à un comité de militaires et de policiers. Président trouve que le journal Ikiriho serait derrière ce phénomène. Le point avec Eloge Duvelemèche. Ikiriho est un journal en ligne dont plusieurs Burundais reconnaissent qu'il est proche du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. D'ailleurs, son fondateur, le nommé Donatien Ndayishimiye, a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le gouvernement CNDD-FDD, comme différentes directions des sociétés étatiques et cadres du service national de renseignement. Aujourd'hui, Donatien Ndayishimiye est cité comme étant un proche collaborateur du président Évariste Ndayishimiye. Il y a 60 jours, c'était en date du 1er octobre, Ikiriho a publié des informations faisant état de l'existence d'un groupe d'individus qui se préparaient à déverser des tracts dans tout le pays afin de perturber la vision du président Ndayishimiye consistant à développer le Burundi. Le lendemain, des tracts ont été remarqués dans différentes localités du pays et ceux qui les avaient rédigés se proclamaient comme étant des membres du comité des militaires et policiers pour le changement du Burundi. En résumé, ce comité des militaires et policiers demandait à leurs compagnons d'armes de ne pas penser à renverser le pouvoir de Ndayishimiye par un coup d'État, mais qu'il fallait plutôt écouter ce que ce comité allait leur dire de faire. La nuit dernière, Ikiriho a de nouveau publié un post similaire à celui du 1er octobre dernier. Ce vendredi, des tracts ont été découverts dans différents coins du pays et toujours, c'est le même groupe, à savoir le comité des militaires et policiers, qui a déclaré également que c'est lui qui a sorti un communiqué dont les points soulevés sont liés au mauvais traitement infligé aux militaires burundais. Entre autres points soulevés, c'est la guerre que mènent les militaires burundais en RDC, le non-paiement des indemnités allouées aux militaires et leurs familles, telles que le reconnaît la loi, ainsi que les arriérés des indemnités des militaires en mission de maintien de la paix en Somalie. Ce qui sidère plus d'un parmi les citoyens burundais qui se sont entretenus avec la RPA, c'est le fait que le journal en ligne Ikiriho publie un post qui semble annoncer des événements qui finissent par se réaliser le lendemain, mais que la police burundaise et le service national de renseignement se démarquent par de l'inaction. Ici, nos sources se demandent ce qui empêche ces deux institutions policières de démasquer à temps ceux qui déversent ces tracts ou au moins de procéder par après aux enquêtes qui démontreraient les vrais auteurs de ces tracts. D'où ces citoyens manifestent des inquiétudes et pensent que c'est le régime CNDD-FDD, en collaboration avec le journal Ikiriho, qui serait derrière ces tracts déversés un peu partout pour un objectif non encore précis. Je vous le disais en titre, détention à la police militaire de 3 officiers qui commandaient les combats qui ont opposé l'armée burundaise et le mouvement M23 au début du mois de novembre dernier. Depuis leur arrivée à Bujumbura, il y a presque 3 semaines, leurs familles ne peuvent pas leur rendre visite. Ces officiers sont accusés d'avoir passé outre les ordres de mission. Inès Gakiza pour les détails.
Capitaine Bayouahe Emery, capitaine Manirakiza Jean-Marie et le lieutenant Balarounyelete Roger sont les 3 officiers détenus à la police militaire. Ils ont été rappelés de Goma le 12 du mois dernier de novembre et mis directement au cachot. Les informations qui parviennent aux familles font savoir qu'ils ont été rappelés d'urgence après les combats qui ont opposé l'armée burundaise et le mouvement M23. Après la mort de leur chef, le major Ernest Gashirahamwe, qui est tombé sur le champ de bataille à Goma, les 3 officiers ont dirigé les combats. Et au lieu d'affronter l'ennemi, ils auraient demandé aux soldats burundais de sauver leur peau pour ne pas continuer d'être assassinés par les rebelles du M23. Ces derniers auraient pris les munitions des soldats burundais après leur fuite et leur chef au Burundi les accuse d'avoir violé les ordres de mission. Dans ces combats du début novembre, l'armée burundaise a enregistré plusieurs pertes, des soldats assassinés et d'autres capturés par le M23. Les 3 officiers ont été auditionnés le 15 novembre, 3 jours après leur emprisonnement. Leur famille s'inquiète car depuis leur arrivée il y a 19 jours, ils n'ont pas droit de visite et demandent à l'armée de respecter les droits des prisonniers. Merci à toi Inès Gakiza. L'abus de pouvoir des autorités et le mauvais fonctionnement de certaines institutions du pays font partie des causes de multiplication de détentions illégales au Burundi, selon l'IDHB. Cette initiative pour les droits humains évoque aussi la corruption. Le point avec Émile Nivasumba. L'emprisonnement illégal de certaines personnes résulte d'un abus de pouvoir de certains procureurs agissant de leur propre initiative ou encore l'ingérence de certains responsables du gouvernement pour des motifs politiques ou pour un gain personnel selon l'IDHB. L'initiative pour les droits humains au Burundi parle aussi de la présence menaçante du service national de renseignement et du parti au pouvoir, CNDD-FDD. L'initiative cite dans son rapport un juge qui décrit la manière dont il a reçu les ordres d'un chef provincial du service national de renseignement de ne pas libérer un accusé pour des prisonniers. Certains procureurs exigent aussi des pots de vin selon l'IDHB. Dans son rapport intitulé « Prisonniers oubliés, la justice burundaise ignore la loi », l'IDHB indique aussi que même la ministre de la Justice a un pouvoir limité et est contrainte d'obéir aux ordres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, censée être indépendante, est jugée réticente et inefficace par l'IDHB qui indique que cette commission n'a pas par exemple donné de feedback à certains prisonniers après les avoir interrogés. Dans son rapport, l'initiative pour les droits humains au Burundi fait quelques recommandations au gouvernement. Il demande notamment au président de la République d'ordonner la libération immédiate de tous les prisonniers qui ont été acquittés, ceux qui ont bénéficié d'une liberté provisoire ou qui ont purgé leur peine. Le président de la République devrait aussi, selon l'IDHB, veiller à ce que le décret sur les grâces présidentielles inclue une liste de prisonniers qui seront libérés, une procédure et un calendrier clair et transparent. Toujours au chapitre droits de l'homme, c'est inhumain de constater que le parquet de Bubanza n'a pas pu arrêter et mettre à la disposition de la justice les 2 policiers qui ont participé dans le passage à tabac des J de Sibomana, un habitant de la colline Macha qui a fini par succomber au coup encaissé. Réaction de maître Gustave Nyonzima qui signale d'ailleurs qu'en cas d'espèce, le parquet de Bubanza était dans l'obligation de se saisir d'office même si la famille du défunt n'aurait pas saisi la justice. Suivez plutôt maître Gustave Nyonzima. Le crime commis est d'ordre public. Et lorsqu'il y a la commission de tel crime, juridiquement étayant, le ministère public se saisit d'office, sans qu'il y ait même une plainte. Dans le cas d'espèce, rien n'a été fait de la part du parquet de la province de Bubanza pour mettre aux arrêts et traduire en justice les 2 policiers qui ont participé dans l'assassinat du défunt. Actuellement, ces 2 policiers sur la cour douce, c'est vraiment inhumain, bouleversant et époustouflant. De voir cette inertie du ministère public face à un tel crime, alors que même la famille du défunt ont déjà porté plainte, c'est de l'imbroglio judiciaire. La justice est aujourd'hui caractérisée par une impunité notoire, phagocytée par l'exécutif, et devenue uniquement un outil de répression contre les opposants politiques ou supposés, les défenseurs des droits humains et d'autres que l'État qualifie d'ennemis d'État.
On remarque que les assassinats ciblés, les disparitions forcées, les tortures atroces, les emprisonnements illégaux et arbitraires demeurent le quotidien des Burundi. Et il n'y a pas d'avancée considérable en matière du respect des droits humains. Néanmoins, que ces policiers ne se la courent pas douce. Ils finiront par être traqués et jugés tôt ou tard. Tout change, même les régimes politiques changent. L'enterrement de Sibomana Ejide était prévu pour aujourd'hui même. Après une petite transition, nous parlons sécurité. RPA. La rédaction de la RPA a pu répertorier 14 personnes assassinées dans 9 provinces du pays au cours du mois de novembre qui vient de s'écouler. Parmi les victimes, il y avait 2 enfants qui ont été assassinés après avoir été violés. Le détail avec Elvis Seigneur Mongeri. La province Kirundo vient en tête avec 3 cas d'assassinat, suivis par les provinces de Bururi, Rumonge et la mairie de Bujumbura, où 2 personnes ont été tuées dans chacune de ces provinces, et les provinces de Kayanza, Muramvya, Bubanza, Changuzo et Ngozi. Une personne a été tuée dans chacune de ces provinces. Au total, la rédaction de la RPA a pu répertorier 14 personnes assassinées dans 9 provinces au cours de ce mois de novembre qui vient de s'écouler. Parmi eux, 9 personnes ont été poignardées à l'aide de machettes dans les provinces de Kayanza, Kirundo, Bururi, Bubanza, Rumonge et la mairie de Bujumbura. Durant la même période, 5 personnes ont été retrouvées mortes dans les provinces de Rumonge, Muramvya, Ngozi et la mairie de Bujumbura. 2 femmes ont été tuées au cours de ce même mois de novembre dernier. Les 2 femmes ont été poignardées par leur mari dans les provinces de Kirundo et Changuzo. Durant cette même période, 3 enfants ont été assassinés. 2 parmi eux ont été tués après avoir été violés dans les provinces de Muramvya et à mairie de Bujumbura. Les conflits familiaux, conflits fonciers, la sorcellerie et les vols sont à l'origine de ces camps d'assassinat qui ont été répertoriés au cours de ce mois de novembre dernier. Parmi les auteurs de ces crimes figurent les Imbonerakure du parti CNDD-FDD et les policiers. Parlons santé à présent. Les effectifs des personnes qui attrapent le virus du sida augmentent de plus en plus dans différentes localités du pays. Cela a été annoncé ce 30 novembre 2023 par le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Jean-Baptiste Nzorio Ranhouzé indique que les jeunes ayant l'âge compris entre 15 et 24 ans sont les plus ciblés et lance également l'appel aux femmes enceintes de faire le test pendant les 3 premiers mois de grossesse. Suivez le docteur Jean-Baptiste Nzorio Ranhouzé, il est secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS en cycle. Il y a beaucoup de défis en matière de lutte contre le sida qui se remarquent encore dans le pays. On voit qu'il y a une recrudescence de nouvelles infections, surtout chez les jeunes entre 15 et 24 ans, et également une augmentation des enfants qui naissent avec le VIH. C'est donc une bonne occasion de sensibiliser la population, de prendre toutes les dispositions pour le dépistage d'abord précoce chez les femmes enceintes, c'est-à-dire pendant les 3 premiers mois de la grossesse. C'est une bonne occasion que les prestataires doivent saisir pour faire le dépistage au VIH et qu'une fois que le test se révèle positif, la femme enceinte est mise directement sous ARV pour protéger d'abord sa santé, mais plus particulièrement protéger son enfant au VIH. Également, c'est une occasion de sensibiliser la jeunesse pour se prévenir contre le VIH et la porte d'abord c'est de se faire le test de dépistage et une fois qu'on trouve que c'est positif, être mise sous traitement et faire une bonne observance en respectant les conseils des prestataires de soins. Le Burundi est donc classé parmi les premiers pays africains francophones dans la lutte contre le sida. Propos de Jeanne Gapia, présidente de la NSS. Elle indique que 97% des personnes infectées sont sous traitement. Jeanne Gapia fait également savoir qu'il y a encore à faire car chez les enfants de moins de 15 ans qui sont infectés par le VIH-Sida, 39% seulement sont sous traitement. Écoutez plutôt Jeanne Gapia. Au Burundi, on doit dire que nous avons des résultats qui sont très encourageants et ceci c'est le résultat du combat de tout le monde, à commencer par les décideurs, les communautaires, et tout le monde, les médias,
En tout cas, tout Burundais a un rôle. Je pense que la grande majorité joue son rôle. Je le dis parce que le Burundi, vous le savez, a été primé par l'USAID, je pense l'année passée, étant le premier pays francophone qui est arrivé à un niveau, je dirais un niveau satisfaisant, parce que 97% des personnes infectées est sous traitement. Ceci, dans la cascade qui est préconisée, c'est quelque chose qu'il faut souligner. 97%, ça veut dire que nous avons déjà dépassé les 95% que ONUSIDA et OMS demandent d'ici 2030. Seulement, il ne faudrait pas qu'on danse et qu'on baisse les bras, parce que les 97%, ça inclut les adultes et les enfants. Par contre, chez les enfants de moins de 15 ans qui sont infectés par le VIH, nous sommes seulement 39% des enfants qui sont sous traitement. La différence est énorme. Nous avons encore à faire. La production attendue est loin d'être bonne cette année à l'usine de production du sucre de Mosso Sosimo en Sigre, comparativement à la production des campagnes antérieures. À moins de 3 semaines de la fin de la campagne, l'usine n'a même pas encore atteint 14 000 tonnes. Les travailleurs de cette usine indiquent que c'est le résultat de la somme de différents actes d'égoïsme des dirigeants de cette entreprise. Le point avec Elvis Nyomungere. Jusqu'au 22 novembre cette année, l'usine de production de sucre Sosumo n'avait déjà produit que 13 290 tonnes de sucre. En général, selon nos sources, la campagne de récolte de canne à sucre et de production de sucre se clôture le 20 décembre et sera chaque année avec la récolte moyenne de 20 000 tonnes. Certains des travailleurs de l'usine Sosumo estiment qu'il serait très difficile, voire impossible, d'atteindre pour cette saison. Ceci est d'autant plus vrai selon nos sources à Sosumo que ces derniers jours, la Sosumo a du mal à produire ne serait-ce que 30 tonnes par jour, un signe de mauvais augure selon nos sources dans cette entreprise qui reste une des rares dans lesquelles le gouvernement a la quasi-totalité des actions. Selon le dur de travail de la Sosumo, cette situation est la cause de l'égoïsme des hauts responsables de l'entreprise. Ces derniers sont premièrement accusés d'avoir retardé le début de la campagne. Cette dernière campagne aura débuté au mois de juillet. C'est parce que la réparation de chaudières qui permettent la production de courants électriques a tardé. À partir du mois de juillet, la Sosumo suspend l'utilisation des courants produits par la Régie des eaux et produit sa propre électricité. Une deuxième cause signalée est le manque de caïnrodas et de tracteurs pour les petits travailleurs de la Sosumo. Une faible production de sucre dans cette usine profite aux responsables. Ces derniers estiment les travailleurs gagnent des commissions par le sucre qui vient de l'étranger pour tenter de combler le vide. La rédaction a encore une fois cherché à savoir ce qu'en dit Aloïs Ndaikengurukiye, administrateur directeur général de la Sosumo. Il a refusé de s'exprimer, préférant plutôt de nous inviter dans son bureau. Merci à toi au service Nyomungere. Parlons économie à présent. Les autorités nationales, les commerçants et chaque Burundais doivent faire quelque chose pour que la corruption soit éradiquée. Propos de Gabriel Rufyiri, président de RICOM, à l'occasion de la semaine dédiée à la lutte contre la corruption. Gabriel Rufyiri dit également que la corruption enrichit un petit groupe de personnes au moment où une grande partie de la population reste pauvre. L'ORICOM a voulu organiser cette semaine anti-corruption dans le cadre de la célébration de la journée de la lutte contre la corruption, justement dans le but de sensibiliser la population burundaise, plus particulièrement les autorités, parce que c'est eux qui doivent commencer à être devant nous. Donc, pour nous, ce qui doit être fait, d'abord, c'est l'éducation. L'éducation de la population en matière de lutte contre la corruption. Qui va le faire, c'est nous tous. Ici, je dois vous dire que le gouvernement, et plus particulièrement le président de la République, quand on regarde son engagement, souvenez-vous, en tout cas à ce que je sache, depuis qu'il a accédé au trône, au pouvoir, pour l'instant, souvent dans ses messages, parler de la lutte contre la corruption. En tout cas,
dans tous les messages que je vois qui passent dans les médias, il ne cesse jamais d'évoquer les méfaits, les conséquences graves de la corruption. Donc, il appelle souvent les gens à s'engager à la lutte contre la corruption. Donc, c'est un engagement politique qui est là. Ça, c'est un point. Ce qui va suivre pour que la lutte contre la corruption soit réellement une lutte efficace, il doit y avoir des stratégies. D'abord, ce sont des documents hiérarchisés. L'engagement politique au niveau des messages de discussion est là. Maintenant, il y a la vision 2040-2060 qui est là. Je dois vous informer que le premier pilier qui est appelé engagement de l'État, mais les autres peuvent dire gouvernance dans toutes ses formes, c'est le premier pilier de la vision. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment de capital. Depuis presque un mois, les habitants de la mairie de Bujumbura font face à la pénurie du carburant de type mazout. Ceux qui vivent du métier de transport des personnes et des marchandises en utilisant des véhicules qui consomment le mazout disent que cette pénurie leur cause beaucoup de problèmes, surtout celui de ne pas pouvoir prendre en charge leur famille. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Depuis plus de 2 semaines, il s'observe une pénurie de carburant de type mazout dans la capitale économique de Bujumbura. Les conducteurs de véhicules consommant du mazout pour transporter les personnes et les marchandises font savoir que leur métier est devenu très difficile du fait qu'ils peuvent passer plus de 2 jours à faire la queue sur les stations-service. Nous, les citoyens qui font le transport de personnes et de marchandises à mairie de Bujumbura, c'est tous ceux qui conduisent les gros bus appelés Quaster. Nous avons un problème de pénurie de mazout que nous pouvons passer 2 à 3 jours sur les stations-service à attendre que ce carburant soit disponible. Et cette pénurie vient de durer à peu près 3 semaines. Suite à tout ce temps qu'ils passent sans travailler, les conséquences sont énormes pour ces conducteurs de véhicules de transport en commun, car ils ne sont plus capables de prendre en charge leur famille ou encore payer leur loyer, sans oublier qu'ils se disputent chaque fois avec leurs employeurs qui leur demandent de verser l'argent qu'ils ont gagné. Nous passons 3 jours à faire la queue alors que nous avons des familles à nourrir, des loyers à payer ainsi que d'autres besoins familiaux à pourvoir. Nous voyons alors que nous ne pouvons plus prendre en charge nos familles puisque nous passons 2 à 3 jours sans travailler. Cette situation nous pose des problèmes avec nos employeurs qui pensent qu'au lieu de chercher le carburant pour rouler les véhicules, nous passons du temps à vendre ce carburant sur le marché noir. Ces habitants de la ville de Bujumbura constatent malheureusement que le problème de pénurie de carburant semble être oublié puisque les autorités sont dans un silence total. Ainsi, ils demandent avec insistance au gouvernement de se ressaisir afin de résoudre ce problème devenu très récurrent durant plusieurs années. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de la montée des prix de certaines denrées alimentaires suite à ce manque de carburant. Pénurie de carburant de type mazout se remarque également en province Gitega depuis plus de 3 jours. Les conséquences se manifestent dans le domaine du transport par la hausse du coût de transport de marchandises variées transportées par des camions. Le détail avec Eric Nyonzima. Depuis à peu près une semaine, le carburant de type mazout manque en province Gitega. Du moins dans plus de 18 stations qui comptent cette province, les conséquences n'ont pas manqué à se manifester du moment que les prix de transport des marchandises variées et des matériaux de construction ont augmenté. Selon le conducteur des camions transportant des marchandises variées, il y a une augmentation d'une somme variant de 100 000 à 200 000 par rapport au prix antérieur à l'actuelle pénurie de ce type de carburant, c'est-à-dire que pour un trajet qui antérieurement était payé à 400 000 francs, maintenant il est payé à 500 000 francs, voire plus. Quant aux bennes qui transportent des matériaux de construction de le sable et le moellon, les conducteurs indiquent qu'ils ont ajouté 10 000 sur l'ancien prix. Toutefois, pas de conséquences sur le prix du ticket de transport pour le moment. Néanmoins, plus de crainte pour une probable hausse des prix. De façon générale, du moins au cas où cette pénurie de mazout persiste. C'est ainsi que la population en général, les propriétaires et conducteurs des camions, bennes et véhicules consommant du mazout demandent que ce produit soit rendu disponible avant qu'il ne soit tard.
Merci à toi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté l'oreille attentive. Ainsi prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.